Dans ce journal, mesdames, messieurs, un seul titre, l'instauration de l'état de siège commence à porter ses fruits. Quelques éléments des ADF Nalou ont été capturés par les forces loyalistes. Entre-temps, des armes de guerre ont été récupérées par les FARDC. Lors des affrontements, le bilan fait état de 10 miliciens Codeco neutralisés par les FARDC. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Au terme d'une visite à Kolwezi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa dans la soirée. Bien avant son retour, le président de la République a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif de la Banque centrale du Congo de la province du Lualaba. Patrick Michel Mukoyi pour le reportage. La mobilisation était prévisible au regard des attentes. L'annonce de l'arrivée du président de la République au Lualaba a traversé les 5 territoires de la province et provoqué tôt le matin ce jeudi des mouvements de masse en direction de l'aéroport national de Kolwezi. En provenance de Lubumbashi, c'est en milieu d'après-midi que le chef de l'État a foulé le sol du Lualaba. Accueilli au pied de l'avion par Fifi Masuka, gouverneur haï de la province, et fleuri par 2 jeunes filles, le chef de l'État, tout serein, a passé les troupes en revue avant de saluer de gauche à droite les personnalités politiques et militaires de la province, aux côtés de qui s'étaient alignées quelques autorités traditionnelles et de parlementaires. Le cortège présidentiel a ensuite emprunté la grande route en direction du centre-ville. Dans les rues, on a l'impression que les 2 500 000 habitants du Lualaba se sont donné rendez-vous à Kolwezi. La communion en forme de procession va durer plusieurs minutes jusqu'à atteindre la place Mwangeji. Introduit par le gouverneur haï de la province, le garant de la nation s'est adressé à la population en de termes clairs qui énumèrent sans tabou les vrais problèmes qui touchent à la vie de population. Esengeli ba jeune na biso bazwa misala. Esengeli ba jeune na biso bakota kelasi. Esengeli ba mama na biso balataka kitoko. Esengeli ba papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu. Nyonso wana ekouta na partenariat oyo tokosala na bandeko o bazali kolinga ko investir na mboka na biso. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années. Bato bazali koya awa bazane loko te na poche. Soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotika na kaka bapo. Appelant les jeunes à l'unité et à la conscience, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a également expliqué à ses concitoyens le bien fondé de l'instauration de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri pour le retour de la paix. Yo jeune Congolais, okoki koyina moninga na yo jeune Congolais te. Bako sabino te, ezali tribu moko te muto kotonga Congo. Ezali ba tribu nyonso ya Congo esika moko. Bolanda ba discours ya haine, ba discours ya division te. Bolanda yango ata moke te. De la mise en place du programme de réinsertion pour les jeunes sortis de groupes armés, Félix-Antoine Tshisekedi a, comme un peu partout dans le pays, sollicité l'appui de populations du Lualaba à sa vision de l'union sacrée de la nation. Voilà, vous avez suivi l'arrivée du chef de l'État dans la province du Lualaba et son discours adressé à ses populations. L'état de siège instauré par le chef de l'État dans l'est de la RDC pour mettre fin à l'insécurité commence à porter déjà ses fruits. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya, a présenté aux autorités provinciales quelques éléments des ADF Nalou capturés par les FARDC lors de ces affrontements avec les forces loyalistes. Ensuite, Johnny Luboya, gouverneur militaire, a effectué
effectué une visite d'inspection de l'état-major commandement du secteur opérationnel de la province de l'Ituri. Oscar Mbal, notre envoyé spécial. À l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADF capturés sur les champs de bataille. Ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel. Des retours au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, celle du STAREC qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région écumée par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat en collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Une rencontre immortalisée par cette photo de famille, comme pour dire l'union fait la force. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, des armes de guerre ont été récupérées. 10 miliciens des groupes armés Codeco neutralisés. Bilan de l'assaut mené par les FARDC contre les positions de la milice FRPI et Codeco. Le nouveau gouverneur militaire de la province de l'Ituri a rassuré la population. Il a également constaté la reprise effective du trafic sur l'axe routier coupé autrefois par les miliciens de la Codeco. Une fois de plus, Oscar Mbal. La force de frappe des FARDC n'est plus à démontrer. Au total, 6 éléments des groupes armés ont été neutralisés, 3 armes AK et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées lors d'une attaque menée au front nord et sud en territoire de Djougou et Irumu. Tôt le matin de ce vendredi, l'armée a lancé une offensive contre un groupe de la milice Codeco aux environs du village Ala, situé à 35 km au nord-est de Djougou Centre, groupement de Djouna, secteur Walendou-Piti, où 2 éléments Codeco neutralisés et une arme AK-47 récupérée par les forces loyalistes. Par ailleurs, au front sud de Irumu, l'armée a mis en déroute un groupe de milices FPIC lors d'une patrouille de combat menée dans la zone de Massia, Nongo, Nyakoundé, à 52 km au sud de Bounia, chefferie Andisoma, en territoire d'Irumu. Ici, 4 miliciens FPIC ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées par l'armée loyaliste. Comme le confirme le porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Sur le théâtre des opérations, les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et le poursuivre jusqu'à leur dernière cachette. Et partout où ils seront, nous serons là et ils seront délogés. Ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit au respect de règles internationales, humanitaires, mais aussi les règles d'engagement qui constituent notre critère du succès au sein des forces armées. Pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, tous les éléments des groupes armés sont appelés à déposer les armes, et cela sans condition, au risque de subir la puissance de feu des FARDC, déterminés à en finir avec l'insécurité dans cette partie de la République. Les opérations se poursuivent et tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes avant les pires. Retournons dans la province du Lualaba où notre consoeur Françoise Bouela reçoit comme invité la vice-gouverneure de cette province avec qui elle aborde toutes les questions d'actualité. Françoise Bouela, Lualaba où notre consoeur... Madame, Messieurs, exactement, nous sommes dans la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi, pour un plateau de circonstances. Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka, qui est l'invité principal, l'invité spécial de cette édition. Le plateau est réalisé dans le siège du gouvernement provincial. Bonsoir Madame le gouverneur. Bonsoir. Alors nous venons de suivre depuis Kinshasa les images de la mobilisation que vous avez réussi à faire avec l'appui de la population. Comment vous sentez maintenant?
En tout cas, la satisfaction totale et aussi un peu de tristesse, mais c'est un défi que nous avons relevé. Et je profite aussi de cette occasion pour dire merci à toute la population de Lualaba, en particulier à celle de Kolwezi, pour tout ce qu'ils ont fait, accueillir les chefs de l'État. Ça a été énorme et merci beaucoup. Et aussi, je profite pour dire mes condoléances à la famille qui a été éprouvée. La famille éprouvée lors de ce séjour, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu un accident. Il y a un jeune homme qui a perdu la vie, qui a laissé une femme et 7 enfants. Donc nous présentons au nom du chef de l'État ainsi que de la population du Lualaba toutes nos condoléances à cette famille. Merci madame. Alors, autre chose, le chef de l'État ici sur place, il a inauguré les installations de la Banque centrale du Congo, mais on a vu aussi un nouveau bâtiment qui appartiendrait au président de la République, des bureaux. Comment, pourquoi vous construisez des bureaux pour le chef de l'État ici? Ce n'est pas Kinshasa. Oui, mais c'est vrai, ici ce n'est pas Kinshasa, mais ici c'est la capitale du cobalt et nous voulons faire de cette capitale du cobalt un lieu de réunion, de conférence de tout ce qui a trait aux minéraux de la République démocratique du Congo et en particulier aux minéraux de la province du Lualaba. Et ça qui donne le nom de capitale de cobalt, c'est en particulier le cobalt, le cuivre et les autres minéraux. Nous voulons faire de la province du Lualaba l'Indaba de l'Afrique du Sud. Nous allons l'amener à Kolwezi et c'est pourquoi nous avons besoin d'un bureau, parce qu'une conférence internationale, le chef de l'État aura à s'entretenir avec d'autres chefs de l'État. Nous ne voulons pas lui laisser nos bureaux, mais nous avons construit des bureaux qui permettent de donner l'image de la capitale de cobalt. Très bien. Donc vous êtes déjà futuriste dans la création de la capitale du cobalt comme Indaba en Afrique du Sud. Madame le gouverneur, le chef de l'État est venu ici. Quel était l'objectif de ce déplacement? Il y avait multiples objectifs, mais le principal, les chefs de l'État avaient quand même entendu notre cri d'alarme contre certaines sociétés qui sont sur place, qui sont en train de produire et de vendre, mais la population en soi ne se retrouve pratiquement pas. Certaines taxes ne sont pratiquement même pas payées. Nous avons fait cette alarme et le président a entendu. Il est venu en tout cas pour pouvoir s'enquérir de la situation. Vous l'avez entendu vous-même, la capitale de cobalt, mais l'image ne reflète vraiment pas cette capitale de cobalt. C'était ça notre cri d'alarme. Il l'a dit, il est venu aussi pour se rendre compte de ce que nous lui avons dit. Il veut d'un partenariat gagnant-gagnant où la population de la RDC se retrouve et ceux qui amènent leurs capitaux puissent se retrouver, parce qu'ils n'amènent pas seulement leurs capitaux, ils trouvent les minéraux pour lesquels on se met en partenariat. Donc quand eux ils gagnent, que la province aussi gagne, que la République gagne, que la population gagne, que nos jeunes puissent avoir du travail. Aujourd'hui, nos jeunes s'appauvrissent, mais les jeunes de là où le capital vient, eux, ils s'enrichissent. Et ça, le chef de l'État a dit, nous ne voulons plus de cela. Et c'est pour ça que nous avons été très contents et la population de la province de Lualaba et celle de la ville de Kolwezi remercie les chefs de l'État parce qu'il a entendu ces cris que nous avions commencé à crier il y a des années et des années. Voilà, lui, au bout de 2 ans seulement de son mandat, il a répondu présent à ces cris d'alarme de la population de la province du Lualaba. Le bâtiment qui fait office de ce plateau de circonstances, vous l'avez construit presque dans un village. Quel est le message? Le message était de pouvoir créer de nouvelles agglomérations, de nouvelles cités. C'est ce que nous avions fait. Nous sommes venus dans un village, nous avons construit un bâtiment. C'est pour pouvoir développer, aller dans l'essence et dans la vision du chef de l'État qui veut d'un Congo, un Congo développé, un Congo là où il fait bien d'y vivre. Voilà, nous avons construit ces bâtiments dans un champ et voilà, aujourd'hui, au bout de 2 ans, la valeur ajoutée à
Nous avons donné une grande valeur ajoutée à ce côté ici, mais pas seulement à ce côté, et même pour l'Assemblée provinciale, nous sommes partis de l'autre bout de la province ou de la ville, toujours dans les territoires de Muchacha, où nous avons pu commencer à ériger déjà l'Assemblée provinciale qui, en passant, je vous dis, ce sera inauguré d'ici juin, juillet, et le chef de l'État viendra pour ça. Ça développer le contraire, les deux. Voilà, merci madame. On est obligé d'interrompre là cet échange, mais la ville de Kolwezi, c'est aussi les érosions, c'est aussi le manque d'eau, c'est aussi, il y a beaucoup de difficultés. Et nous aurons le temps de sillonner la ville pour permettre à nos téléspectateurs de s'en rendre compte, et nous vous aurons peut-être dans un entretien un peu plus élaboré pour nous expliquer la vision du gouvernement. Voilà Anita, c'était un échange à chaud réalisé depuis la ville de Kolwezi. Merci à nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est la RTNC. Merci Françoise Bouela et nous vous souhaitons un bon séjour dans la province du Lualaba. Et dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima a eu une séance de travail avec les officiers supérieurs de l'armée, de la police nationale congolaise et le commandement des opérations Sokola 2. Suivez. Ils sont certes suspendus, ce conformément à l'ordonnance présidentielle pendant la durée de l'état de siège, mais les députés provinciaux du Nord Kivu ont été conviés à échanger avec les gouverneurs militaires de cette province. Le général Constant Ndima Kogba a invité ces élus provinciaux, bien que suspendus, à adhérer à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'État dans la province du Nord Kivu. Les élus provinciaux en sortent satisfaits. L'État a changé. Aujourd'hui, le commandant des opérations, le gouverneur, est envoyé pour rétablir la sécurité, rétablir l'état des droits. Et donc, c'est ce message-là qu'il est venu nous dire, a fait que nous puissions lui accompagner dans sa mission, c'est de sécuriser la province du Nord Kivu. Les sortants présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en appellent à la responsabilité de la population de sa province à soutenir l'état de siège. Donner la paix à la population du Nord Kivu. Et pour que cette paix soit effective, il faut que la population s'approprie de ça. Il faut que cette population commence à dénoncer tout porteur d'armes illégales, à sensibiliser les jeunes gens égarés de revenir à la raison. Aux groupes armés étrangères, l'honorable Robert Abichonti exige qu'ils rentrent chez eux, parce que le Nord Kivu n'est pas leur territoire. Ils ont chez eux, ils doivent rentrer chez eux. Et donc nous appelons à la population à se désolidariser avec tous ces groupes armés afin de permettre à l'armée, à l'équipe dirigeante, de leur offrir une paix et une paix durable. Visiblement, nous étions en face des élus provinciaux, bien que suspendus pour le besoin de la cause, très détendus et surtout engagés, chacun dans son territoire, à sensibiliser la population pour barrer la route à toutes les forces négatives dans leur fief électoral. Vous avez compris que le gouvernement militaire avait reçu les députés provinciaux et c'était un reportage de Blaise Bokoka. Les régies financières sont appelées à mobiliser les recettes et éviter l'écoulage afin de permettre à la province de réaliser quelques projets de développement pendant l'état des sièges. Un message lancé aux responsables des dites structures œuvrant dans la province du Nord Kivu par le gouvernement militaire. Le point avec le directeur général des recettes du Nord Kivu. Il est au micro de Blaise Bokoka. C'est le gouverneur qui nous a adressé un message. Nous demandons de travailler sans relâche afin que nous puissions mobiliser davantage des recettes publiques provinciales et nationales, permettant ainsi à la nation et à la province d'exécuter ces différents projets et aussi de répondre aux préoccupations de la population. Et que nous devons tout faire pour ne pas favoriser l'écoulage. Ça signifie que nous devons boucher tous les trous afin que l'argent entre dans les caisses du trésor public. Ce que nous allons faire, nous comptons beaucoup sur l'accompagnement de l'autorité provinciale et à notre place aussi, nous allons sensibiliser nos agents à la conscience professionnelle et nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'autorité provinciale et aussi avec notre patriotisme, nous y parviendrons.
il y a des zones où nous n'arrivons pas. Et maintenant, avec l'état de siège, on va tout nettoyer et nous allons arriver partout. Nous allons réaliser beaucoup de recettes et la province, comme la nation, pourront se retrouver. Retour à Kinshasa, le Conseil national de la société civile pour le suivi de l'accompagnement citoyen de la gouvernance en République démocratique du Congo soutient l'instauration de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, suite à l'insécurité grandissante qui se vit dans la partie est du pays. Rikin Zouzi. C'est une structure qui se veut technique. Le Conseil national de la société civile pour l'accompagnement citoyen de la gouvernance en République démocratique du Congo. Sensak, créé à l'aube de l'annonce par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la mise en œuvre de l'Union sacrée de la nation. Aussitôt, cette structure s'est mise au travail avec la production d'un cahier des charges à soumettre aux décideurs. Cahier reprenant plusieurs points de la vie nationale, dont la question sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'instauration de l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu, le président de ce conseil, Joseph Nkinzo, a au nom de ses pairs soutenu la décision du chef de l'État. Quand nous voyons déjà des décisions importantes qui sont prises au sommet de l'État par le chef de l'État, par exemple à l'Est où il s'est décidé carrément de décréter un état de siège, nous estimons qu'il y a un changement qui est en train de s'annoncer. Mais cela ne va pas nous endormir en tant que citoyens. Nous resterons éveillés pour soutenir là où il faut soutenir et accompagner là où il faut faire de bonnes propositions afin que le peuple se retrouve dans la vision du chef de l'État et dans la... Les autres orateurs se sont apaisantis sur les objectifs de cet espace de convergence des forces et tendances qui s'engage à favoriser un dialogue entre les institutions et la base. Et puis le ministre d'État, ministre du Plan, a échangé avec la délégation des Médecins sans frontières sur la ligne à suivre pendant cette période d'état de siège décrétée par le chef de l'État. Christian Mwando a rappelé aux partenaires du gouvernement leur engagement et obligation vis-à-vis de l'État congolais conformément à la loi. Une occasion pour la représentante du MSF de présenter les difficultés et les préoccupations du MSF dans leur prochain déploiement. Peggy Mukunda était présente. Il est temps, pendant cette période de l'état de siège décrété dans l'Ituri et le Nord Kivu par les chefs de l'État, pour le nouveau patron du plan, Christian Mwando Simba, dans sa charge de coordination des programmations interministérielles, de s'entretenir avec la délégation des 5 sections des Médecins sans frontières, à savoir la France, la Belgique, l'Espagne, la Hollande et la Suisse. Au cours de leurs échanges des directives, la ligne de conduite a été donnée par l'un des warriors du gouvernement, Sama Lukonde, je cite Christian Mwando Simba. Ce dernier a saisi cette occasion pour rappeler à ses partenaires leurs engagements et obligations vis-à-vis de l'État congolais, cela conformément à la loi en vigueur. Les difficultés et les préoccupations des Médecins sans frontières pour leur prochain déploiement à l'intérieur du pays ont été soumises par la représentante Anne-Marie Bayeldje. 44 ans après, jour pour jour, entre la RDC et les MSF, pour les militaires du plan, on ne peut que réitérer la volonté sans faille du gouvernement congolais de voir ses partenariats se consolider davantage. Tenue hier jeudi, la plénière de l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi relative à la taxe de promotion de l'industrie. Cela après débat au cours de cette plénière, une initiative du député national Boris Mboukou, Sylvie Mwembo, Jérémy Kiakwete et Bernard Baudot. Le débat général sur les 2 propositions de loi, l'une sur la modification de l'ordonnance loi numéro 89-31 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie du député national Boris Mboukou et l'autre portant modification du code pénal congolais du député national Lukin Kassongo et Clou. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, les 2 auteurs ont présenté l'économie générale de leur proposition
proposition de loi tout en démontrant leur importance capitale. Selon Luquin Kassongo, la proposition de modification du code pénal congolais est une urgence dans la mesure où la République démocratique du Congo est signataire du traité de l'OHADA et ce dernier prévoit des sanctions pénales pour certaines de ces matières. De même pour le député national Boris Mboukou qui a rappelé à l'Assemblée plénière que cette proposition de loi sur la promotion de l'industrie a été déjà débattue par la législature passée, mais les assujettis à cet axe font montre d'un civisme fiscal. S'en est suivi un débat houleux qui a amené les élus légitimes du peuple à recevoir ces deux propositions de loi qui ont été envoyées, l'une à la commission économique et financière et l'autre à la commission politique, administrative et juridique pour une analyse approfondie. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, a déploré les incidents qui ont eu lieu au stade de Martyrs ayant opposé deux camps de la communauté islamique au Congo. L'Assemblée nationale désapprouve les actes posés par les adeptes de cette religion et demande aux autorités compétentes de la République de sanctionner sévèrement les coupables. Suivez à ce sujet des réactions des élus du peuple. J'ai fait rappel d'une proposition que j'avais en son temps faite, celle du juge de l'urgence. Je l'ai faite parce que je suis également avocat. Et en tant que praticien, nous rencontrons beaucoup de problèmes lors de l'administration de la justice. Aujourd'hui au Congo, avoir un titre exécutoire, avoir un jugement ne veut pas forcément dire que vous allez rentrer dans vos droits. C'est une difficulté majeure. Et pourtant, il y a des dispositions au niveau de l'OHADA qui imposent au droit interne de prévoir à cette histoire-là. Mais nous, malheureusement, on ne le fait pas. Et j'ai aussi fait attention à ce que le FPI fait. Parce que beaucoup de collègues sont intervenus pour dire que le FPI ne sait pas recouvrer les prêts qu'il accorde aux personnes. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, à un moment donné, j'ai été interpellé au niveau du FPI pour proposer des contrats types. Qu'est-ce qui se passe dans ces contrats-là? On doit tenir aussi compte de l'évolution du droit, de l'adhésion de notre pays à l'OHADA. Donc il y a des dispositions qui rendent faible l'action des avocats qui sont en fait attachés au FPI pour recouvrer ces fonds. Mais à la fin, ce qui est important, j'ai estimé que dans notre société, quand nous occupons certaines fonctions, notamment nous députés, et même j'ai cité le président de l'Assemblée nationale, il faut une moralité exemplaire. Il faut effectivement qu'on soit le plus irréprochable possible. Et pour ce faire, certaines infractions ne peuvent pas être punies de la même manière que le Congolais ordinaire. Nous, en tant que ministre, nous, en tant que chef de l'État même, on est appelé à une exemplarité qui soit sans tâche. Il faut effectivement qu'on fasse preuve de probité morale. Il faut séparer l'FPI avec deux actions. Il y a une première action, FPI perçoit de l'argent, et l'autre action, c'est les prêts, les crédits qu'ils donnent aux assujettis pour développer leur industrie. Alors, il ne faut pas, dans la même loi des taxes, qu'on retrouve le mécanisme de prêt. Le Sénat a reçu 2 réquisitoires du procureur général qui sollicitent la levée des immunités des sénateurs Matata Pogno et Kamoji. L'information a été livrée aux sénateurs par le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a présidé la plénière de ce vendredi. Sandra Nyangui. Le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, mais également la ministre ayant la justice, parce que c'est la justice qui s'occupe des cultes et autres, pourrait bien nous éclairer, mais c'est l'occasion de fustiger cette tendance des compatriotes de s'attaquer au symbole de l'État, à la police, et ça prend maintenant une expansion. Nous ne pouvons pas accepter que le symbole de l'État soit ainsi entamé, sinon il n'existera plus d'État. Ces mots représentent l'indignation de la Chambre haute du Parlement suite aux échauffourées survenues hier à Kinshasa, au stade des Martyrs, entre musulmans et policiers. Au cours de cette plénière, les honorables sénateurs ont également auditionné la réplique de leur collègue Prince Kaumba à leurs préoccupations en rapport avec sa proposition de loi sur la transplantation d'organes des tissus et celle du corps humain. L'Assemblée plénière a décidé de l'envoyer à la commission mixte socio-culturelle et PAG
s'agit. Le rapport additif de l'ECOFIN sur l'identification des projets des provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais était aussi inscrit à l'ordre du jour. Le sénateur Moïse Ekanga a répliqué aux préoccupations de ses collègues. Il a été suggéré la prise en compte de toutes les entités provinciales dans les projets de construction, réhabilitation et acquisition des infrastructures de base. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a informé l'auguste Assemblée de 2 réquisitoires émanant du procureur général de la République qui sollicite la levée des immunités des 2 sénateurs. Il s'agit des honorables sénateurs Matata Pogno et Ida Kamoji. Ce dossier a été traité à huis clos. Il faut noter la présence à cette plénière des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement venus assister au déroulement de la séance plénière. C'est sûr que parmi eux sortiront les futurs parlementaires. Sachez également que la Chambre haute du Parlement apporte son soutien total à l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant 3 mois, les sénateurs vont contribuer financièrement à hauteur de $500 américains, équivalent en francs congolais, pour soutenir l'effort de guerre dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. On écoute le rapporteur adjoint du Sénat au micro de Sandra Nyangui. Nous, élus des élus, représentants des 26 provinces, tout en encourageant le président de la République, chef de l'État et le gouvernement dans leurs efforts à ramener la paix au pays, spécialement dans les 2 provinces susmentionnées, tout en soutenant nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans cette lutte pour la protection de nos concitoyens et de leurs biens et pour la défense de notre nation, tout en demandant à notre peuple de faire confiance à toutes les institutions de la République et en invitant nos frères et sœurs de l'Ituri et de Nord Kivu de dénoncer les ennemis de la paix ou les auteurs de ce drame afin de vaincre cette guerre asymétrique et mettre fin à ces attaques de terrorisme. Tout en souscrivant à l'élan de solidarité nationale, décidons de 1. Apporter notre soutien tous azimuts à l'état de siège tel que proclamé par le président de la République, chef de l'État. 2. Soutenir l'effort de guerre par un apport financier de l'équivalent en francs congolais de $500 américains pour chaque sénateur. Cette contribution à prélever sur les émoluments sera retenue à la source sur une période de 3 mois pour un total de $1 500. Le ministre de la Communication et des Médias a reçu en audience l'ambassadeur américain accrédité en République démocratique du Congo. Les 2 personnalités ont abordé les questions liées sur la liberté de la presse. Jessica Bassele pour le reportage. La transparence dans un gouvernement, sujet au cœur de cette discussion entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité à Kinshasa, Mike Hammer. Je sais que le ministre est impliqué pour assurer la liberté de presse et aussi pour peut-être introduire une nouvelle loi qui peut mettre fin à la question de diffamation. Mike Hammer et Patrick Mouyaya estiment que la liberté d'expression est l'image exacte de la démocratie dans un État qui se veut de droit. La liberté d'expression sont des choses importantes pour les États-Unis et aussi pour la RDC. On a une très bonne discussion, mais pour avoir la bonne démocratie, on a besoin de protéger notre ami, les journalistes spécialement. Les États-Unis d'Amérique, à travers son ambassadeur Mike Hammer, promettent de soutenir le mandat du président Tshisekedi dans divers domaines de la vie de Congolais. Maintenant, il y a de changements, de progrès, des efforts d'améliorer la situation de la démocratie, promouvoir la stabilité à l'Est, défendre des droits humains. Et c'est un programme que les États-Unis peuvent bien soutenir.
C'est à travers une ambiance de fraternité, image d'une relation diplomatique au bon fixe entre les deux nations que se clôture cette audience au cabinet de travail du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Face au journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.